Mesdames, Messieurs, pour commencer, je vous invite individuellement et collectivement à désactiver votre poignée de la violence physique et à activer vos neurones. J'attends. J'ai 30 secondes pour vous attendre. C'est bon? Vous avez désactivé votre poignée de gaz de la violence physique et vous avez activé les neurones. On est d'accord? C'est bon. Très bien. Bon, nous allons commencer. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'Odyssée scientifique, culturelle et sociétale de la violence physique et de ses addicts au XXIe siècle. Mesdames, Messieurs, je vous informe que parmi les 7 conneries capitales ou universelles de l'humain, la violence physique figure à la première position. Elle va donc être l'objet de ma thèse sur l'Odyssée scientifique, culturelle et sociétale de la violence physique et de ses addicts au XXIe siècle. J'éviterai d'aller plus en détail parce que c'est un problème de timing. On me signale que plus vous faites une vidéo de moins d'un quart d'heure, bon, ça passe, les gens ont le temps d'écouter parce que les gens ont plus de temps. Donc, si je dépasse les quarts d'heure, donc la vidéo est vraiment importante. Je vais faire de mon mieux pour ne pas aller prendre au détail. Mesdames, Messieurs, qu'est-ce qu'une violence physique? Pourquoi sommes-nous, quelque part, et naturellement, violents? Pourquoi certaines personnes sont-ils plus violents et d'ailleurs plus addicts à la violence que d'autres? Pourquoi certains individus sont-ils plus motivés à se battre, à cogner ou à agresser les uns et les autres que d'autres? Pourquoi certains individus trouvent-ils du plaisir dans la violence physique? Bref, comment tout cela fonctionne dans notre sympathique cerveau? Oui, le cerveau, le maître d'orchestre de la violence physique et compagnie. Et je finirai par trouver très vite quelques astuces pour éviter d'être victime de ces individus violents ou de ces addicts à la violence physique. Parce qu'il y a plusieurs formes de violence. Je parle ici de la violence physique. Mesdames, Messieurs, c'est un sujet, c'est aussi un débat que nous pourrions d'ailleurs nourrir dans l'espace et le temps. Comme ici il y a un timing, et donc je vais aller plus vite. Comme on présente une thèse. Il y a un temps, on ne va pas rester là à expliquer tout ce qui est déjà dit. Mais souvent dans les thèses ou mémoires autres, déjà tout est sur le mémoire, donc les gens vont lire. Donc j'ai déjà une mémoire de ça. Si vous voulez me contacter, on aura l'occasion de se voir. Mais pour l'instant, vu la situation sociopolitique du Congo, où les dictateurs cherchent à nous neutraliser sur la place de Paris, la matière grise congolaise, hein, donc chaque jour qui passe, on effort de déjouer la mort qui peut arriver ici sur la place de Paris. Vous savez que la France est le premier partenaire tyrannique de Sassou Nguesso, l'ogre de la Lima et compagnie. Donc, quelque part, nous sommes dans un contexte, vous pouvez voir dans l'espace et le temps, si cette vidéo traverse le XXIe siècle, et que cette vidéo a été faite dans un contexte où il y avait la France qui soutenait immense et qui était là pour assassiner les intellectuels et tout ce monde-là, pour préparer le rang de la France et qui ne cesse de se déclasser, étant donné que cette matière grise est quelque part dans le monde. Donc, il faut transmettre la connaissance.
parce qu'elle est universelle. Mesdames, Messieurs, qu'est-ce qu'une violence physique? Individuellement, une violence physique, c'est quand tu te fais tabasser. On appelle de coups et blessures volontaires. Tu viens te faire... oui, il y a des gens qui aiment se battre, cogner. Oui, on parle d'atteinte à l'intégrité physique. Voilà, coups et blessures volontaires, tout ce qui vous arrive, vous avez des bleus, vous avez tout, vous êtes battu. Vous arrivez à un visage saccagé ou vous avez des trucs cassés et ça c'est la violence. On appelle ça la violence physique parce qu'elle touche le corps. De tout, la tête, le tronc, les pieds, partout, il peut y avoir beaucoup il peut y avoir la casse. Donc ça, c'est la violence physique. Vous voyez quelqu'un qui arrive avec une tête pleine de sang ou autre, qui s'est bagarré, autre, on arrive. Ça, c'est la violence physique. Au plan social, oui, on parle bien sûr des bagarres, de quelqu'un qui est fort, quoi. Oui. Et de respect aussi. Il paraît tant que les femmes fantasment aussi sur des bagarreurs. Qui te disent non, tiens, un baraquet, par exemple en Europe, je vous informe, pour ceux qui vivent en Afrique, et si vous avez une grande taille et que vous êtes grand, les femmes européennes adorent ça. Les femmes blanches adorent les hommes grands. Grands, voilà. Pas gros et baraqué. Gros, non, non, non. Gros ne savait rien dire. Ils aiment que vous soyez de grande taille et musclés et tout ça comme ça. C'est de la folie pour eux. Mais c'est pas ça, c'est au niveau physique. Mais eux, ils ont d'autres caractéristiques, c'est derrière là, les cerveaux. Ils adorent les gens intelligents. Pas intelligents dans le sens de. Voilà. Les gens qui savent que, bon, on peut discuter, c'est pas un con, c'est pas un imbécile, et voilà. Donc, ils adorent ça. Vous avez des petits plans. Bon, ça, socialement, au niveau du droit, oui, droit, on parle de coups et blessures volontaires, d'atteinte à l'intégrité physique, et même morale d'ailleurs. Et c'est puni soit par, oui, en correctionnel ou pénal. Donc ça, c'est s'il n'y a pas de problème, on est dans les sociétés constituées. Donc on dit qu'on ne peut pas faire justice soi-même ici en Occident. Si quelqu'un veut vous faire du mal, vous n'allez pas vous faire justice vous-même ici en Occident. C'est interdit en France. Donc il faut aller à la police, déposer une plainte, et après on va mettre des procédures, chercher des preuves et autres. Voilà, et la personne est condamnée. Et donc chez nous en Afrique, souvent, bon ben, on règle soi-même puisqu'il n'y a plus d'État. L'État est défaillant, il n'y a rien, donc chacun règle ses comptes. C'est comme ce que nous pourrions vivre au moment de la chute du dictateur. Et étant donné que les 97% de la population a des embrouilles avec ce tyran, quand on essaie d'envoyer des lettres de rappel, et lui il continue à massacrer le peuple, à chercher à tuer les gens, donc on va rester dans une situation d'un État défaillant, et chacun va régler ses comptes. Et même ceux qui étaient dans leur résidence et autres, et qui vont avoir des postes importants, que ce soit dans tous les corps constitués de l'État, certains vont faire les comptes. Parce que malgré que nous soyons ici en Occident, je rencontre beaucoup de gens qui ont encore l'esprit des mêmes des stations qui sont, qui attendent au moment où les stations qui sont tombent. Ils vont rentrer là-bas simplement pour aller régler les comptes parce qu'on attend qu'on a tué son frère, bon, bref, c'est créé des horreurs pendant cette dictature des Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. Donc, je disais au niveau du roi, ici, on ne fait pas justice soi-même. Ça, c'était au Moyen-Âge. Mais depuis, non. Depuis la Révolution française, non. Donc, il faut aller déposer plainte et la justice va enquêter malgré les... Voilà, tout n'est pas aussi rose ou autre, mais on est quand même dans un pays de droit, ici en Occident, et notamment en France. Mesdames, Messieurs, au plan scientifique, quand on parle de violence physique, et je vais vous détailler d'ailleurs, bon, on parle naturellement du cerveau, de réflexes. Il y a plusieurs réflexes que je vais vous expliquer. Réflexes innés et réflexes acquis ou conditionnels. Bon, on parle d'hormones, on parle aussi des facteurs épigénétiques, c'est-à-dire culturels. C'est-à-dire la société, on dit que la conscience de l'individu, et c'est la société à laquelle appartient l'individu. Donc, vous êtes bien d'accord avec moi? Bon, au plan culturel, puis c'est scientifique, je vais revenir là tout à l'heure. Vous allez plus en détail. Je vais éviter d'aller plus sur
les neurosciences, l'endocrinologie, la psychanalyse, la psychologie et autres. Je vais aller petit à petit. Mais si vous aurez beaucoup de choses à faire, le moment où on aura l'occasion de discuter, on peut toujours me poser des questions comme ça. Si vous êtes de bonne foi, ok. Mais sachant que moi, je suis désormais plus prudent avec tout ce qui arrive, parce que nous sommes dans un environnement avec ce dictateur qui est encore en vie. Donc, on se protège. On ne compte pas n'importe qui passer par là comme ça. Donc, on se protège. Voilà. La meilleure survie, c'est d'abord l'attaque. On se taque pour protéger sa survie. Parce que les gens-là ne sont pas des enfants de cœur, c'est des gens qui sont de caractéristiques humaines que leur apparence. Mais en réalité, c'est des gens qui cherchent à tuer. Ils sont contents qu'un tel est mort, un tel est malade. Tout est content. Donc, nous le savions, je le sais. Mesdames, Messieurs, oui. Au plan culturel, oui, bien sûr que au Moyen-Âge, par exemple, avant le Moyen-Âge, oui, c'était la barbarie, la sauvagerie et compagnie, en France, en Occident. Mais aujourd'hui, quand on parle au point culturel, on parle souvent du courage. La plupart par exemple, dans les armées, dans plein de choses, on met toujours les gens qui sont courageux, qui savent se battre. C'est même culturel à ce moment-là. Je vous dis par exemple en Afrique, j'ai vécu en Afrique. Je suis arrivé ici, là, j'ai la moitié de ma vie ici. Donc je suis arrivé ici, vous voyez mon âge, que vous voyez, donc c'est exactement la même durée que j'étais en Afrique et autres. Donc si vous divisez ce que je suis, vous divisez par deux. Donc vous voyez, la moitié en Afrique et la moitié ici en Occident. En Afrique, bon, ben, quand on parlait souvent d'individus violents, on parle souvent des fétiches. Qu'il a des pouvoirs surnaturels de se battre. Donc on craint. Par exemple, nous au Congo, Brazzaville, dans la partie nord du Congo, en parlant en Lingala ou autre, je ne sais pas, dans le département de la Kivu, la Songhai, l'Ekwala, on parle des Kamans. Les Kamans, c'est des Grigis, des gens qui sont dit, ah tiens, il a ça. Dès qu'on dit qu'il a ça, il ne faut pas les toucher. Parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui peut te cogner, te tuer ou autre, il va gagner parce qu'il a des Grigis de la violence. Donc vous voyez, dans la tête, c'est dans la tête. Mais j'ai eu des gens qui ont certainement déjoué ça, parce que j'ai eu un cousin germain, dont une personne qu'on savait qu'il avait ça, il était parti quelque part, il est venu, on savait qu'il était, bien sûr qu'il était, c'est un garçon qui était vraiment fort, je le connais, il est encore en vie. Bon, on en parlera de chez moi, à l'Équateur, à Makwa, au nord du Congo-Brazzaville. Bon, on connaît. Bon, c'est arrivé, ils se sont battus. Il a dit non, mais il a ça, mais j'ai un cousin germain, côté paternel, qui est allé se battre avec lui. Et pourtant, tout le monde craignait qu'il était fort. Donc, il ne faut pas toucher les fétiches, il a des fétiches des Kamans, des Grigris. Bon, donc ils sont allés se battre. J'ai vu que mon cousin, il a battu. Il est venu me dire d'ailleurs, parce qu'à l'époque, même malgré les apparences, j'étais déjà un peu comme un mentor intellectuel. Donc, vous venez voir, donc il faut le faire. Oui, c'est vrai. Oui, tu as. Oh, oui, les formations secrètes, il a tapé. Bon, donc, on a dit oui, mais celui qui l'a donné les camons là, c'était un faux donneur des camons, des grigis, voilà. Bon. On a eu aussi un gars, bien baraqué, musclé, un jeune de 26 ans. Je me rappelle en 1983, nous étions au village. Et je vous ai dit qu'il a saccagé tout le village. C'était une veillée où a été faite, d'après les trucs malfaisants dans un village, où il y a eu beaucoup de plus de 300 personnes qui sont arrivées. Le garçon, il est d'abord allé avant cet événement-là, il était déjà parti 2-3 mois avant. Tout le monde était au courant qu'il est allé prendre des camons quelque part. Dans des tribus qui sont voisines de la République démocratique du Congo, sur le fleuve Congo. Et donc il est revenu, par un coup de folie, un bien garçon baraqué, il a commencé à taper tout le monde. Et tout le monde dit, ça y est, c'est ses fétiches. Et tout, même des gros messieurs, des gros gaillards qui pouvaient se battre avec lui, ils se paniquaient. Donc, la violence, la violence, ça peut être aussi dans la tête. Alors qu'il y avait des gens qui pouvaient se battre. Mais lui, il est passé, chaque fois qu'il venait, il était énervé. Et donc, tout le monde passait dans la tête. Et les émotions avaient dépassé la raison. De dire non, mais donc, c'est pas vrai. Donc, il y avait des gens qui pouvaient se battre avec lui. Je ne sais pas s'il est encore en vie. Et bon, je ne veux pas dire le village pour les points des doigts. Il est là. Le village est là, on voit sur les cartes. C'est chez moi.
Donc, c'était vraiment... Il a tapé tout le monde. Les gens qui pouvaient se battre, oui. Sauf à la dernière solution, il s'est retrouvé avec un autre qu'on connaissait que il était aussi, il avait ses camans, il avait ses grigues. Donc, ils se retrouvaient face à face. Donc, on appelle ça les neutralités, comme on voit la neutralité des prédations quand on voit deux félins qui ne peuvent pas se battre. Donc, eux, ils ont eu cette neutralité des camans ou des fétiches. Donc, ils se sont retrouvés comme ça. Donc, si c'était la comédie, autre, mais il y avait quand même des gens qui étaient déjà blessés. Hein. Donc, c'est une histoire qui a traversé tout le côté de Makwa Nord. Mesdames, Messieurs, au plan sociétal, oui, bien sûr, on parle des médias, des films violents, quand on diffuse des trucs violents, on parle aussi des... Oui, en Europe, par exemple, on parle des hooligans, des skinheads, des groupes identitaires, des gens qui sont programmés pour aller se battre et se cogner. Les gens qui s'entraînent, c'est un fait d'entraînement. Donc on s'entraîne pour aller se battre. Souvent, quand... Et pour défendre, ça devient des formes d'expression. Et quand ce qui est là, comme on parle de déclassement, ou tout ce qu'on peut mélanger. Immigration, ou politique, et tout compagnie. Donc ça devient au niveau sociétal. En Europe, par exemple, oui, vous pouvez vous trouver dans une situation de violence que vous n'avez même pas été invité à faire ça parce que c'est comme ça. D'où l'enjeu, quand vous voyez par exemple en Occident, les jeunes et autres, ils cherchent à se muscler, à montrer qu'il a des muscles, les tatouer, il est autre. C'est une forme de montrer que oui, attention. Par exemple, les animaux, ils montrent leur dentition. Hein? Ils montrent ou c'est fort, voilà. Donc vous voyez déjà. Donc nous, ici, avec des formes de tatouage ou des formes d'accompagnement, et donc ça devient un cas d'école, de comprendre des phénomènes sociétaux et de la violence physique. Mesdames, Messieurs, pourquoi sommes-nous quelque part de nature violente? Ce n'est pas sorcier. Parce que quelque part, nous sommes encore des animaux. Oui. Je dis que ce qui nous distingue des animaux, c'est pas que nous avions acquis la raison, l'esprit critique et la conscience. Les animaux sont aussi plus intelligents que nous. Mais ce qui nous dit, en termes de points communs, nous avions quand même, nous sommes restés quelque part des animaux. Nous sommes encore des animaux, comme les autres animaux, même si on nous a placés au sommet de l'échelle de l'évolution des espèces vivantes, mais nous sommes quand même quelque part encore des animaux. Donc nous avons les mêmes caractéristiques. Si vous voulez faire les dosages des hormones, des gènes et tout ça, il y a des différences, mais les molécules sont les mêmes. Hein, tu vois, vous voyez, les testostérone, l'ocytocine, et tous ces trucs-là, les hormones sont là. Ils n'ont pas aussi évolué si rapidement depuis tout en commun, même depuis Jésus-Christ à nos jours, ou même depuis Mohamed, Mahomet jusqu'à nos jours. Donc, tout n'a pas évolué comme ça, c'est des processus qui sont très longs. Bon. Donc, nous sommes des animaux. Vous savez que c'est les animaux, ils choisissent soit l'attaque ou la fuite. Dès qu'ils sont dans une situation imprévisible, ils choisissent soit la fuite ou l'attaque. Alors que nous, on va se dire, non, mais tu vas faire comme ça à l'autre. Et je dis, non, mais quoi, qu'est-ce que tu veux faire? On réfléchit parce qu'on nous a donné une autre dimension qui est là, les cerveaux cognitifs. Donc, on peut douter et dire, non, qu'est-ce qui se passe? Et après, on peut rentrer dans la violence de manière tardive. Mais la violence peut être involontaire ou volontaire. C'est ce que je vais vous expliquer du point de vue moléculaire. Et donc, nous, on doute. Après, bon, ben, ok, c'est l'animal. Oui, c'est un comportement reptilien. Ça veut dire qu'ils ont, quand on fait l'anatomie comparée du cerveau depuis les petits mammifères et les petits les animaux inférieurs, passant déjà par les oiseaux, les reptiles, les oiseaux, les mammifères et jusqu'à l'homme, les primates et nous les gros primates et autres, on voit sur l'évolution, on peut faire l'anatomie comparée du cerveau humain ou l'anatomie comparée des cerveaux de tous les... On voit qu'il y a des parties qui ont disparu, d'autres qui ont apparu, d'autres qui sont... Voilà, on peut tout, hein, donc c'est une chaîne comme ça fait comme ça. Donc notre cerveau-là, mon cerveau-là, si on compare mon cerveau avec le cerveau des poissons, c'est pas pareil. Si on compare mon cerveau avec les poissons, avec le cerveau d'un rat, c'est pas pareil. Si on compare mon cerveau avec celui des singes, c'est pas pareil. Donc il y a des différences. Donc vous allez voir qu'il y a des fonctions qui disparaissent. Donc c'est
C'est un cas d'école de ceux qui ont fait des études de biologie, de médecine et surtout des sciences de l'évolution, ce qu'on appelle les sciences naturelles, ou les sciences de la vie et de la terre. Donc j'ai une maîtrise des sciences naturelles ou des sciences de la vie et de la terre obtenues ici en France. Donc quand on parle de ça, donc nous avions encore ces vestiges des animaux qui sont intégrés dans ce qu'on appelle le cerveau reptilien, le plus bas, qui est là quelque part, parce qu'il est là. C'est lui qui prend toutes les informations venant de nos cinq sens. Il est là. Après, il y a celui-là, celui des émotions et de la formation de la mémoire, celui qui gère les hormones, et le plus gros, que je vous en parlais, si j'ai le temps, il est déjà 20. Vous voyez? Donc le débat est important. Il va me rester encore une vingtaine de minutes. Voilà, c'est pas grave. Le sujet est bon. Donc nous avons ces fonctions reptiliennes et qu'on appelle le réflexe inné. Inné, les animaux, c'est l'attaque ou la fuite. Mais nous, on a l'intuition, on a l'agression, on a l'agressivité, oui, c'est ça. La violence est là, c'est ce cerveau-là. Mais, oui, bon, nous sommes quelque part dans la dynamique des espèces. Oui, la dynamique des espèces. Chez les animaux, il y a des dominants et dominés. Il y a des proies et prédateurs. Il y a des périodes de reproduction. Oui, on parle de mâles dominants et de femelles dominantes. Oui. Donc, nous sommes naturellement violents parce que nous avions aussi ces vestiges qui sont là. Des mâles dominants, des mâles dominés. Il y a des quelque part, on n'a plus de proies et prédateurs. Maintenant, on parle d'opprimés oppresseurs et compagnie. Bon, c'est la même forme quelque part. Bon, donc, les animaux, ils ont encore 100% de ces vestiges, mais nous reste quand même 30% de ces vestiges primitifs avec des comportements de type violence que nous subissons aujourd'hui. Donc, pour l'info, je vous informe que l'ignorance est la plus des souffrances. Donc, je peux vous expliquer ces mécanismes si on aura le temps, parce que ce n'est pas possible pour aller une vidéo vite fait, parce que là, j'ai dépassé déjà. Bon, les titres, il faut que je trouve un titre vraiment génial pour que les gens puissent commencer déjà à comprendre ça pour les victimes. Donc, mesdames, messieurs, pourquoi certaines personnes sont-elles plus violentes et d'ailleurs plus addictes que d'autres? Je parle de la violence physique. Vous savez, c'est comme de la vie. Hein? Il y a des beaux, il y a des moches, il y a des laids, il y a des petits, il y a des grands. Il y a des cons, il y a des imbéciles, il y a des intelligents, il y a des moins intelligents et compagnie. Donc il y a des prédispositions génétiques à tout cela. Mais là, il n'y a pas que des prédispositions génétiques. Vous savez que l'intelligence est innée. L'instruction, ça s'apprend. Donc on peut être aussi prédisposé à l'intelligence et être instruit et devenir aussi de plus en plus stupide, bête et con et compagnie. On voit par exemple en Afrique, ils ont des super diplômes et autres, et qui sont des alliés des dictateurs qui tuent leur peuple, qui mettent en danger leur société. Donc on peut être instruit, vous voyez déjà ça, c'est pas moi. Donc, ben oui, quant à l'addiction, c'est d'autres choses que je vais vous expliquer par la suite. Au plan scientifique, on parle de prédisposition génétique. Oui. On parle même de facteurs épigénétiques, c'est-à-dire social. Social dans le fait d'entraînement, de conditionnement à la violence. Donc, dans les sociétés, civilisations et autres, les traditions, on a vu toujours ça. Donc, si vous êtes dans une société, on n'apprend pas la violence et compagnie. J'ai vu un reportage à l'époque, c'était quelque part, c'était quand même un peu étonnant, c'était un truc français, ou je ne sais pas si c'était la Polynésie française, en Polynésie française, ou c'est pas vers les terres australes de la France. On dit que les gendarmes sont là-bas, il n'y a pas de violence. Donc les prisons sont vides. Donc il faut vraiment garantir les prisons, on ne sait jamais. Donc on n'est pas obligé de carcérer quelqu'un pour un petit regard, on les garde là, mais il devient sa chambre. Pour les gens qui n'ont pas
sont dehors, bon, tu restes là, tu as fait une petite connerie, bon, ben, c'est pas grand-chose. Mais en réalité, ici, c'est même pas en prison. Mais tout est vide. Parce qu'il y a des peuples qui ne sont pas prédisposés à la violence. Et donc, par conséquent, les prisons sont. Donc, c'est un problème aussi sociétal et culturel et autres. Mesdames, Messieurs, pourquoi certains individus sont-ils plus motivés à se battre, à cogner, à agresser que d'autres? Oui. Bon, il faut aller sur tout ce que j'ai déjà précité ici. Oui, ça peut vous donner quelques idées, et ce n'est pas tout. Je pense que la motivation à la violence physique est dans le cerveau. D'abord au niveau cognitif, là. Au niveau du cortex moteur, on appelle l'aire de Broca, c'est là. Le son de la motivation, il est là. Le langage, l'intelligence, c'est là. La motivation, c'est là. Et d'autres fonctions comme le goût et autres sont enfouies à l'intérieur, on ne peut pas le voir. Mais le langage, l'intelligence et autres, c'est là, devant là. Et la motivation, c'est là, au milieu là. La motricité, on appelle ça le sens de la motricité, la motivation. Le cortex moteur. Mesdames, Messieurs, et la motivation à la violence est dans le cerveau. C'est-à-dire qu'on dit d'abord au niveau cognitif. Quand on parle du cognitif, on parle des fonctions volontaires. Parce que le cognitif, c'est le sens de la raison, de la conscience, du raisonnement, du doute, de la pensée, de la motivation, de dire non, je décide. On est dans la conscience volontaire. Donc on dit non, je décide. Je vais aller me battre. Donc là, nous sommes au cœur aussi, quelque part, de ce qu'on appelle la violence volontaire. Donc je décide d'aller me battre. Et, contrairement à la violence involontaire, qui est située dans le système limbique. Donc là, le système limbique, c'est le cerveau de la formation de la mémoire et de la gestion des émotions. Et ce système limbique aussi, on appelle le cerveau affectif, parce qu'il est au cœur des liens de tous ces hormones qui vont sur tout ce qui est de notre comportement en société. Et ce cerveau est là, le cerveau limbique, avec ces neuromédiateurs dont les catécholamines que je vais vous en parler brièvement. Mesdames, Messieurs, pourquoi certains individus trouvent-ils du plaisir dans la violence physique? Oui, la notion de plaisir est liée aux émotions, donc au cerveau limbique, le cerveau affectif. Là, nous avons le cerveau social, le reptilien, c'est là où arrivent des informations des 5 sens qui viennent de notre environnement. Après, les informations sont transmises instantanément au limbique, le cerveau des émotions, la formation de la mémoire et la production des hormones. Et après, il faut aller, la vie n'est pas que sociale, émotion, mais est aussi consciente, c'est-à-dire sentiment. Donc c'est lui qui leur met dans qu'est-ce qu'il est là, le goût. Donc la notion du plaisir est liée aux émotions. Le système limbique, donc le cerveau affectif, on appelle aussi le système neurovégétatif. Parce qu'on peut dormir et digérer, on peut dormir et respirer, on peut tout, voilà. Donc c'est là, c'est les sortes de commandes. Et donc, il est aussi le centre de commande de notre comportement en société. Donc, c'est le centre de production et de commande de la plupart des hormones. Et bref, comment tout cela fonctionne dans notre sympathique cerveau? Le maître d'orchestre de la violence physique et de nos addictions à la violence. Explication. Bon, on ne s'énerve pas n'importe comment, comme ça on ne peut pas s'énerver, on est tout seul, on s'énerve comme ça, oui. On ne va pas s'énerver, aller et être tout le temps, aller se battre sur le mur et bon, à un moment donné on devient malade. C'est une réaction parfois qui est spontanée, mais il ne peut pas durer. Vous n'allez pas vous battre entre vous-même, vous cognez les bras. Bon, certaines personnes, oui, mais là, c'est dans le cadre de la psychiatrie. Et autres, on peut aller chercher. Bon, mais en réalité, pour qu'il arrive une violence physique et puisse agresser quelqu'un ou
utiliser un comportement violent, il faut d'abord recevoir des informations. Et ces informations arrivent de nos 5 sens. Les oreilles, la vue, le nez, la bouche, la peau. Mais en ce qui concerne la violence, les violences physiques, il n'y a que 2. C'est la vue et les oreilles. Et ces informations sont transmises de manière instantanée. Juste une fois que nous recevions chaque jour 1 milliard d'informations. Donc ça peut être pour la vue, la peau et autres, 1 milliard chaque jour. Et donc, ce qui concerne la violence, comme je vous ai dit, c'est les yeux et les oreilles qui sont les maîtres d'orchestre de ceux qui captent ces informations. Donc, les mécanismes neurophysiologiques sont bien étudiés. Donc, ça arrive instantanément au deuxième cerveau, c'est-à-dire les cerveaux des émotions et de la formation de la mémoire, qu'on appelle le système limbique, les cerveaux affectifs. Voilà. Donc, celui-là, il va les transformer comment? En émotions. L'émotion, quand on voit les émotions, et on appelle une palette d'émotions. C'est le remords, le dégoût, l'anticipation, la colère, la joie, l'agressivité, et tout ça, c'est des émotions. En fonction de l'information qui arrivait, en fonction de la mémoire. Puisque quand l'information arrive, si vous avez une mémoire qui est non, c'est... Parfois, les gens violents, il peut arriver d'une situation de violence, ils ne sont pas violents. Parce qu'il n'a pas reçu le même code de la violence. Mais il peut arriver que l'information qui arrive dans sa mémoire, qui est stockée dans le cerveau des émotions, dans une zone qu'on appelle l'hippocampe, et donc il va réveiller et cette mémoire enfouie. Et donc l'amygdale qui capte cette information, il le transmet directement à l'hippocampe pour aller vérifier. Est-ce que c'est... Non, c'est pas grave. Bon. Il peut être gentil. Mais si c'est réveiller quelque chose de sa mémoire, d'où la psychanalyse, c'est-à-dire si votre vécu depuis la naissance jusqu'à l'âge où vous êtes violent ou pas. Donc tout ça va se réveiller vite, c'est instantanément. Donc on parle de millisecondes, c'est 1 millième de seconde. Donc attends, tu peux réagir instantanément. Mais les animaux fuient par rapport à ça parce que c'est l'attaque ou la fuite. Mais nous, on réagit instantanément à cause de ces informations qui sont stockées dans notre mémoire et qui est située dans le cerveau limbique, le cerveau des émotions et de la formation de la mémoire, et notamment dans les zones de l'hippocampe et de l'amygdale. L'amygdale, c'est pour prendre des informations aussi vite, mais quand ils ne sont pas bons ou autres, une partie est stockée. Donc nous allons réveiller ces informations. En réalité, quand il s'agit de violence où la personne trouve du plaisir, c'est une violence involontaire. Elle est primitivement involontaire. Donc il trouve le plaisir. Le plaisir, c'est les émotions. Il y a des gens qui ont le plaisir de cogner, de se battre. Donc c'est là. C'est enfoui dans leur mémoire, donc qui est stocké. Donc cela veut dire que ça bloque tout ce qui peut aller au cerveau des sentiments, du jugement, de la raison, du raisonnement. Dit non, laisse tomber. Pas grave, non, c'est pas grave, laisse tomber. Mais lui, c'est tout débloqué et à ce moment, par plaisir, il attaque, il agit et parfois son contrôle. Mais parfois, il arrive là, c'est qu'on appelle là, dans ce cas, on appelle ça la violence involontaire. Donc, le cerveau de limbique est ce qu'on appelle le subconscient. Alors que celui du bas, le premier où arrive l'information, c'est ce qu'on appelle l'inconscient. Et au-dessus des deux, c'est ce qu'on appelle le cognitif, le cerveau de la conscience. Donc, quand ces informations dépassent et arrivent au niveau du cognitif, c'est-à-dire le plus gros, donc on parle de violence consciente. Et cette violence consciente, il y a une motivation. Donc on se décide, non, je vais aller me battre. Parfois c'est préparé, c'est prémédité, aller se battre. Mais quand il y a une situation que tu arrives par l'effet de surprise, et tu n'as pas besoin de s'attendre, donc tu as réagi de manière réflexe, c'est-à-dire instantanément. Mais il arrive qu'il y ait des gens qui se réagissent instantanément, étant donné qu'ils ont aussi des prédispositions génétiques liées à ce plaisir de se battre. Et à ce moment, ça active la production de certaines informations que je vais vous donner par la suite. Mesdames, Messieurs, au plan endocrinologique, bien sûr, l'info arrive déjà de 5 sens, et donc la violence, les yeux et les oreilles, ça arrive au limbique. Limbique, les tensions en les émotions, donc ça entraîne la production de soit des comportements écartés volontaires de la violence, hein, ou non. Et oui, la violence physique, oui.
Si la violence, cette violence trouve son caractère inconscient ou de plaisir, et c'est le moment où on se dit que c'est subconscient qui dirige, c'est-à-dire le cerveau limbique. Et si c'est plus en haut, alors là, c'est conscient. Donc, mais en réalité, que ce soit involontaire ou volontaire, ça dépend de ce que la personne va ressentir par rapport à son vécu, la psychanalyse, et aussi de ses prédispositions génétiques à la violence physique. Je prends le cas, par exemple, quand on parle de... Souvent, je vous ai parlé du plaisir. Le plaisir, il est lié au cerveau limbique, le cerveau des émotions et de la formation de la mémoire, et de la production des hormones, et de notre comportement en société. Mais c'est là aussi, et c'est ce qu'on appelle les endorphines. Ce sont des opiacés. C'est de l'héroïne en libre service. Même en amour et compagnie, quand on a les plaisirs et autres, c'est là. Donc nous avons beaucoup d'endorphines, les alpha, bêta et autres, tous ils ont des rôles spécifiques. Mais dans le cas de la violence, certaines endorphines qui sont sécrétées nous donnent du plaisir de se battre, de cogner et même de faire du mal à l'autre. Ça, on ne sait pas pourquoi. Les animaux, parfois, ils se battent pour simplement des sortes de survie par rapport à la dynamique des espèces entre dominant et dominant, entre souvent la période de reproduction. Les mâles sont plus agressifs parce qu'ils ont des missions et qu'ils doivent copuler les femelles, donc ils sont agressifs. Mais même dans la société, nous, par exemple, les mâles, les hommes sont toujours agressifs. Par exemple, quand on vient exécuter sur sa femme, à moins que vous soyez un autre, mais moi, personnellement, je ne pourrais pas tolérer ça. Donc, non, mais les autres sont... Voilà. Donc, tout dépend de l'éducation et autres, en fonction des enjeux entre ce que vous... Bon, bref. Donc, les endorphines sont ce que tu là. C'est le plaisir de cogner, de se battre. Il y a des gens qui ont le plaisir de se battre. Oui, j'en ai eu. Je te mets dans une bagarre, c'était même pas programmé pour lui. Dès qu'il y a une bagarre là-bas, il partait pour rentrer pour se battre. Donc, il trouvait du plaisir. Bon, mais si lui parle déjà de plaisir, plus le plaisir qui va, mais il se motive à aller se battre. Donc, là, on rentre aussi dans ce qu'on appelle la production des catécholamines. Les catécholamines, c'est très important. Les catécholamines, vous avez entendu parler, tout le monde parle d'adrénaline, adrénaline. Oui, on a une sorte d'adrénaline, des sports extrêmes, des violences, des sensations, autres, adrénaline. Oui, l'adrénaline, le précurseur de l'adrénaline, c'est quoi? C'est un catécholamine. C'est qui? C'est quoi? C'est la dopamine. Donc, on part déjà de la tyrosine, en passant par la dopamine. Et la dopamine, vous le connaissez, donc il est l'hormone. Quand on n'a pas de dopamine, on a le mal de Parkinson, on tombe. Mais la dopamine a un rôle aussi clé dans la mémorisation, dans la motivation, et surtout dans notre comportement en société. Donc, la dopamine est le précurseur de l'adrénaline. Donc, en passant par la dopamine, on passe par la noradrénaline, celui qui agit sur les fonctions de régulation du rythme cardiaque et compagnie. Après, la noradrénaline produit l'adrénaline. Et donc, tous sont liés. Et donc, quand vous arrivez avec ces temps, donc ça vous donne les sensations de se battre. Donc, la motivation est là. Donc, on est dans les émotions. L'émotion adrénaline, l'émotion adrénaline. Oui. Mais, en résumé, quand on voit la biogénèse des catécholamines, donc vous avez la tyrosine, dopamine, noradrénaline et dopamine et adrénaline. Mais en réalité, nous sommes là dans les fonctions soit involontaires de la violence ou volontaires. En réalité, si on pouvait résumer, donc naturellement, par rapport aux animaux, et qui la violence ne répond qu'à des périodes de la dynamique des espèces domino ou la période de reproduction. On regarde ça, ils sont calmes. Mais nous, c'est instantanément. Donc nous avions quelque part 80% de violence instantanée et 20% de violence consciente. Donc on se décide d'aller se battre.
Ouais. Donc, je ne peux pas aller en détail de ça, c'est que si je peux voir les interactions entre dopamine, endorphine et même jusqu'au glucocorticoïde, là nous sommes dans les cas du métabolisme basal. Et donc parfois les gens qui transpirent se battent, mais parce que c'est un stress émotionnel qui fabrique un facteur qu'on appelle la CTH qui induit la libération des glucocorticoïdes par les glandes surrénales. Donc, les glucocorticoïdes, les cortisol, ils sont liés au métabolisme énergétique. Donc, consomme le glucose et autres, donc vous consommez l'énergie, donc vous transpirez. Donc, vous voulez battre les gars, c'est transpiré. Donc, on ne peut pas aller au-delà. Donc, je ne peux pas aller plus au-delà de ça. Sinon, on peut être discuter sur ça. Bon, pour info, individuellement, donc, on a remarqué que souvent les gens qui ont une production élevée de dopamine ont des tendances aux sensations fortes, aux plus de risques insoupçonnés. Et souvent, regardez les hommes violents, prédisposés naturellement, en dehors de la côté du conditionnement ou de réflexes ou autres de la société autre. Mais il y a des gens qui sont naturellement violents. Parce qu'ils ont des productions élevées de dopamine. On a remarqué que les gens qui ont une production élevée de dopamine ont tendance à des comportements de plus de risques élevés, de violence aussi. Et ça va même des sports extrêmes. Donc, ça dépend de comment les récepteurs dopaminergiques et adénergiques agissent au niveau des protéines G thymériques. D'autres qui sont violents et qui peuvent aller que dans le sens de la violence physique. D'autres, ils ont des dopamines, des taux élevés de dopamine, mais qui vont aller dans le sens des sports extrêmes, des sensations, de voitures, de conduite à risque. Ils aiment les trucs à risque. Vous ne pouvez pas les faire. Ils aiment ça. Donc, il faut aller faire des dosages au niveau de ces dopamines et voir aussi des prédispositions génétiques au comportement précité. Donc, quand on voit, revient sur la dopamine, la formule est là. Tapez biogénèse des catécholamines. Biogénèse des catécholamines. Dans Google, vous allez taper image, vous avez tout le mécanisme de biogénèse des catécholamines. C'est très important dans la dopamine. Par exemple, les cas des sous-marins, c'est quelqu'un qui aime les sensations fortes. Il aimait tout ça, il ne peut pas. Ce n'est pas quelqu'un qui est violent pour aller tuer les gens, non. Mais donc, les récepteurs dopaminergiques et adénergiques n'agissent pas sur les mêmes récepteurs en fonction du comportement induit ou effecteur. Donc, nous devons comprendre ces mécanismes, en intégrant ces mécanismes de réflexe au niveau déjà de l'endocrinologie et interpréter avec ce que nous pouvons réfléchir comme sujet d'étude, de recherche et développement sur ces problématiques qui touchent notre survie et parce que c'est inné quelque part. Mais comment anéantir ces comportements un peu primitifs que nous jugeons dans nos sociétés parce que ça porte la mort, ça porte la violence ou une blessure volontaire avec des problèmes d'assurance et d'assurance maladie et compagnie, tout ce qu'on peut arriver dans les sociétés constituées. D'ailleurs, bon, bref. Donc, vous imaginez qu'il y a des astuces pour éviter d'être victime des addicts qu'on appelle les addictions. Parce qu'on dit que la production élevée de dopamine entraîne certaines formes d'accoutumance, c'est-à-dire des dépendances psychiques. Il peut y avoir des dépendances psychiques à la violence. En fonction déjà de ces prédispositions, ils sont activés par l'expression de certains gènes en fonction de votre environnement, donc induit l'expression de certains gènes à la violence. Donc vous êtes conditionné. Ça peut être un effet d'entraînement. Il fait de cogner, à un moment donné, bon, ça devient comme habituel. Donc on est conditionné vers la violence. Et donc pour éviter, par exemple, moi je vais terminer dans 2 minutes. Et pour ne pas aller loin, parce qu'on pourrait aller plus loin. Je dis simplement pour éviter l'autre, il faut déjà avoir des retours d'expérience.
remarquer, observer et voir. Parfois, on arrive, moi j'ai eu des amis, on prend un verre d'alcool, et je vois que la voix commence à monter, il commence à tourner les bras, il commence à chercher le débat. Je dis non, ça y est. Donc, il faut trouver des trucs, bon, donc, il faut trouver des astuces, soit on arrête, ou souvent il faut trouver, parfois on arrive dans ceux qui veulent contrôler, et il est là, dès qu'il y a un truc, un coup part, on arrive dans le problème de violence. Souvent l'alcool, ce sont des facteurs déterminants de l'alcool, aussi. Ça peut être aussi les femmes, ça peut être aussi tout. Il y a plein de choses, il y a des trucs autour. Donc vous pouvez vous retrouver dans un embrouille que vous ne pouvez pas contrôler. Donc, mais surtout quand vous êtes des gens aussi de mauvaise foi et autres, parfois mal, ils ne sont pas éduqués. Et bon, donc toute cette violence intègre des problématiques d'abord génétiques, et puis génétiques, mais il intègre aussi de la psychanalyse, de la psychologie, de la psychiatrie, de la sociologie. Et n'oublions pas la société à laquelle on vit. Donc, je vous l'ai dit qu'il y a des sociétés où les gens ne sont pas violents parce qu'ils n'ont pas activé les gènes de la violence. Il y a des sociétés où ils sont violents parce qu'on est conditionné. Donc, ça active l'expression de certains gènes. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt. J'espère que je n'ai pas été trop long, mais c'est dans le sens d'éducation, je vais laisser ça. Bon, donc, il y a beaucoup de choses que je vais vous expliquer, mais avec les familles. Mais le jour où les cadres tombent, ça se sont, je mettrai ça, des vidéos, que j'aurai une production pour ça, pour la vulgarisation scientifique. Et il y aura des formules, des faits et autres. Il y aura toute une équipe, on va préparer ça sur les techniques avec tous les journalistes, analystes et autres. On va faire ça, pédagogues et autres, pour mettre ça et résumer comment comprendre et donner la part d'éducation à tout le monde pour que la science soit disponible par tout le monde. Pourquoi? Parce que si vous croyez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. C'est l'ignorance et la pire des souffrances. Parce que les inégalités entre sociales, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle existe sur l'éducation, les formations qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celles qu'on le refuse. En réalité, je veux que la connaissance soit libre. J'attends que l'éducateur passe. Donc, moi, je veux l'éducation sur tous les plans, politique, économique, scientifique, culturel, autres, soit libre d'accès à tout le monde. Il n'y a pas d'élitisme, voilà. Nous, le cerveau docteur, professeur, en réalité, c'est zéro. Donc, sinon, ça sera l'Afrique ne sera pas là à ce niveau-là. Les gens ne sont pas capables déjà de déjouer l'éducateur. Ils sont là des accompagnateurs, ils viennent qu'ils aient un temps de vie. Et dans une Afrique, ils essaient de se déclasser. Donc, nous sommes là pour activer les neurones des uns et des autres pour comprendre ces mécanismes et pour que nous puissions construire ce monde de demain ensemble et surtout ça. Je pense que nous sommes dans le même combat, le combat de l'éducation, parce que l'éducation est au cœur des enjeux actuels et du futur. Parce que nous avions une planète finie, les ressources naturelles ne sont pas illimitées, nous avons une population qui essaie d'augmenter, et comment nous allons mesurer les impacts écologiques, démographie et compagnie dans l'espace et le temps. Donc, nous, l'enjeu de commencer par l'éducation, dont la science sera au cœur des enjeux. Mesdames et messieurs, je vous remercie.